Hommage à Charlie Kirk, assassiné froidement, sans dialogue, sans échange, sans partage, un certain 10 septembre 2025. Pour que soit plus que jamais activée la défense des valeurs de liberté, de vérité et de justice qui semblent en grand péril. En attendant qu'un véritable empereur de l'éthique s'en saisisse, capable d'une vision spectrale et non clanique, d'une intégrité et d'une combativité suffisantes, pour bâtir une vraie constitution équitable et construire une société organique solide, cohérente, fondée sur une cohésion assurée par la spirale vertueuse de l'épanouissement des vocations de chacun, vitalisant toute la collectivité. Je pose ici en introduction que je n'appartiens à aucun parti politique, à aucune loge maçonnique, à aucune religion, à aucune secte, à aucun club privé de la High Society. Pour vous mettre encore plus à l'aise, j'ajouterai que je ne suis expert en rien. Je ne suis ni expert historien, ni expert écrivain, ni expert scientifique, ni expert au jeu d'échecs, ni expert cinéaste, ni expert guide, ni expert conférencier, ni expert philosophe. La polyvalence procure à la fois un excellent antidote aux visions étriquées, une vision d'ensemble très féconde et un outil efficace de liberté critique. La seule grille d'analyse que je m'accorde est le seul credo que j'ai finalement adopté, un triptyque bâti sur 3 valeurs fondamentales, liberté, vérité et justice, qui suffit dans la très grande majorité des cas à étudier et décrypter tout événement. J'ajoute que j'ai une très haute idée de la politique avec un P majuscule, celle qui a disparu des radars depuis trop longtemps, celle qui respecte le citoyen et le peuple, et j'ai une idée encore plus haute de l'éthique qui est par nature toujours majuscule. C'est bien pour cela qu'en toute cohérence et en toute logique, je n'ai jamais voté une seule fois de ma vie, et que je ne voterai pas tant qu'il n'y aura pas une réelle constitution digne de ce nom, qui n'attirerait dans le champ politique que des personnes avec une réelle vocation, se sentant investies d'une mission éthique, ayant à la fois l'intégrité, la sincérité, la probité et la moralité. Là où les physiciens avaient échoué, la classe politique, elle, avait trouvé le mouvement perpétuel, avec son mouvement de balancier pendulaire, droite, gauche, droite, gauche. Mon arbre généalogique laisse entendre que j'aurai des origines maritimes, remontant au XVIIe siècle, allant de la Grèce à la Grande-Bretagne, révélant des descendants marins, colonels ou dans la chancellerie, et même des sœurs, qui se nommerait Bélassise, IS, avec le suffixe is, car il était, me dit-on, commun à l'époque que des préfixes et suffixes existants se soient ensuite détachés du nom, alors qu'on n'était pas encore à l'époque de la déstructuration. Certains sites spécialisés font même ressortir, en effet, une grande densité de Bélas dans les villes portuaires, principalement en Grèce, bien sûr, mais aussi au nord-ouest de l'Angleterre, à Blackpool, et aussi en France, à Marseille. Tout aussi étonnant que mystérieux pour moi, que les seules régions où je ressens depuis toujours de réelles vibrations, la densité temporelle des mythologies et l'énergie tellurique, soit la Bretagne et la Normandie. Voir mon dernier reportage sur Quimperlé. Cependant, au vu des aléas de l'histoire et de tous les saccages qui ont traversé églises et mairies à travers les siècles, ces lieux où se conservent tous les événements civiques, même si la spéculation est plaisante, voire même avantageuse, et que je pourrais fort bien m'accommoder d'être sœur Bélas. Et bien que des documents en attestent, je vois mal pouvoir saisir cette pure hypothèse comme un élément factuel, et encore moins comme un argument de crédibilité. Alors, ne nous dispersons pas. Venons-en aux principes et à la moralité en question. Au nom du respect du dialogue, de la controverse, de la rhétorique, de la dialectique,
vous ne me verrez jamais souhaiter la mort de quiconque pour ses idées. Fût-il le chef de parti le plus méprisable, un franc-maçon ou un gourou s'adonnant à des actions bien obscures. Fût-il un complice implicite du pouvoir actuel, c'est-à-dire aussi inoffensif qu'un épouvantail. Fût-il ou fût-elle figurant parmi toutes ces figures maintenues si artificiellement, uniquement pour ralentir l'émancipation et la libération des peuples. Fût-il le pire des sophistes, quel que soit le niveau de ses supercheries morales, quel que soit le niveau de son escroquerie intellectuelle, quel que soit le niveau de ses contradictions. Jamais non plus vous ne me verrez avoir l'envie d'insulter un adhérent jovial, noyé dans la foule, applaudissant béatement et avec le plus grand bonheur son chef de parti, millionnaire et franc-maçon, chanter l'Internationale à la fête de l'humanité. Le pire qui puisse m'arriver en de telles circonstances, c'est plutôt de m'épuiser à calculer le nombre de tours dans leur tombe d'un Georges Marchais ou d'un Jean-Pierre Chevènement, quand la gauche avait encore une certaine tenue, une certaine décence, un certain talent. Il ne s'agit pas ici d'approuver ou désapprouver telle ou telle idéologie, mais plutôt de remarquer la perte de toute cohérence et de toute déontologie. Bien que jamais séduit par un clivage droite-gauche devenu de plus en plus obsolète et qui m'est toujours apparu comme un vaste théâtre apparent, géré en coulisses par des oligarques qui détiennent le vrai pouvoir. Je ne me suis jamais interdit par souci d'irénisme de vanter les qualités d'un camp ou d'un autre, pour peu que soit au rendez-vous, non pas le minimum, mais le maximum de niveau éthique et politique. On me dit que dans l'éducation nationale se trouve une majorité de professeurs faisant partie du camp du bien, bienveillants, humanistes et tolérants. Je ne peux que m'en réjouir. Mais alors, ne pourrait-on trouver dans ces rangs quelques professeurs d'histoire, rappelant à des esprits pas encore bien formés, pour ne pas dire influençables ou fébriles, que le fascisme est un courant de pensée et un mouvement politique né en Italie en 1919, il y a donc plus d'un siècle, et qu'en 1922, avec la prise de pouvoir de son fondateur, Benito Mussolini, qui crée les fascios, faisceaux italiens de combat, il devient un régime politique autoritaire, porteur d'un projet totalitaire qui s'effondre en avril 1945, avec la chute de la République sociale italienne. Certains feraient bien de voir ou revoir les films de cette époque, l'âge d'or du cinéma italien, le néo-réalisme, avec des cinéastes comme Roberto Rossellini, Vittorio De Sica et Luchino Visconti, pour citer les plus représentatifs. Ils comprendraient alors peut-être vraiment ce qu'est un fasciste, un résistant, un collabo. Et ils pourraient même être très étonnés, voire perturbés, au point de remettre en question leur propre posture. Une belle occasion de se rappeler tous nos ancêtres qui, depuis des décennies, des siècles, des millénaires, ont œuvré parfois, souvent, au prix de leur vie, pour nourrir le destin d'un grand et beau pays en voie d'extinction qui s'appelle la France. Que ce pays a un symbole éternel qui lui est rattaché, aux couleurs bleu, blanc, rouge, qui s'appelle un drapeau. Quand des milliers de Français se rassemblent un certain 10 septembre 2025, un jour très attendu pour certains, un jour où ils plaçaient, à tort ou à raison, de grandes attentes, de grands espoirs, quel que soit le niveau de naïveté qui a pu les déplacer, ou le niveau d'idolâtrie qui les a habités, peu importe. On ne peut déchirer ou jeter bas ce symbole sans toucher une partie de leur âme et de leur histoire, sans manquer de respect à leur présence et au peuple français tout entier. Est-ce qu'une mobilisation générale de la population,
initialement prévu pour défendre les intérêts largement dégradés du peuple français, doit se voir gâché par d'autres spéculations, par d'autres combats hors sujet, faits pour détourner l'attention, créer des tensions et affaiblir les effets positifs d'une cohérence entre les actions et les intentions affichées. Toute solidarité spontanée qui crée du lien effraie le pouvoir en place, parce qu'elle rapproche au lieu de diviser. Quel que soit votre bord, social, religieux ou politique, il n'est plus temps pour s'égarer ou se soumettre davantage à toute autorité de manipulation, qu'elle soit d'origine politique ou médiatique. On ne peut plus s'offrir ce luxe si près du précipice. Rappelez-vous, je l'ai dit dans suffisamment de mes films, je ne suis ni berger ni mouton. Sachez aussi qu'il n'y a aucune chance qu'en France, en cet instant, quel que soit le moment historique que nous traversons, en l'état de sa constitution, vous trouviez un sauveur qui n'oublie pas aussitôt les valeurs fondamentales de liberté, de vérité et de justice. À peine aura-t-il franchi les premières marches du pouvoir. Apprenez aussi qu'en l'état actuel de la France, les esprits ne sont pas prêts pour accueillir un homme au sommet de l'État, ayant un esprit véritablement libre, universel, authentiquement tolérant, aérien comme l'aigle qui privilégie une vue spectrale reposant sur les valeurs de liberté, de vérité et de justice. Ce socle, qui est pourtant et de loin le triptyque le plus éthique, le plus sérieux, le plus rassembleur, le plus près du bon sens commun. Ce que le visionnaire George Orwell appelait « the common decency ». Une clé triptyque qui dépasse tous les clivages, politiques, religieux, historiques, sociologiques, pour peu qu'elle soit pratiquée dans une constitution qui intègre tout aussi sérieusement avec de très solides, très intègres et surtout sanctionnables contre-pouvoirs, les méandres, les travers et les lacunes inévitables et permanentes de la nature humaine. Dans le climat social dégradé et la paupérisation de la France d'aujourd'hui, il y a une telle obscénité dans l'existence de privilèges exorbitants que s'octroient les personnels politiques, jamais assez gavés, qui ont encore, après s'être abondamment servis, l'obscénité de demander au peuple des efforts. Vous ne trouverez dans aucune profession de foi, dans aucun programme politique, l'annonce et l'abrogation, dès le premier trimestre de prise de pouvoir, de tous ces privilèges éhontés. Il faudrait, pour qu'il en soit autrement, des êtres absolument intègres, sérieux, responsables, qui ne voient dans l'accession à ce qui devrait être la si noble fonction politique qu'une plénitude, une volupté, celle de servir la société organique, le bien commun, les plus belles causes. Entre autres, permettre à chacune, chacun, d'atteindre sa vocation, le meilleur de lui-même, créant par capillarité de cette émancipation un enrichissement collectif, une spirale vertueuse, la substance même d'une société organique épanouie. Il va donc vous falloir agir individuellement avec dignité, conscience, discernement, au moins pour revisiter déjà, dans un premier temps, si ce que l'on vous a désigné comme vos ennemis sont vraiment vos ennemis, ou bien de potentiels frères d'armes. J'ai vu sur les réseaux sociaux certains de ces êtres égarés, agis par une inquiétante absence de repères, un nihilisme inconscient, la non-perception de leur instrumentalisation. Je les ai vus se dégrader, parfois même se ridiculiser, soit dans une violence gratuite, si facile et si lâche à faire tomber le drapeau français, soit dans une agression verbale ou physique envers les membres de leurs propres frères et sœurs de génération. Voilà ce dont le système se frotte les mains, et voilà comme ces actes le nourrissent et le perpétuent. C'est à chacun de mettre à niveau sa volonté de faire le bien, sa conscience,
et son degré d'éveil. Sont-ce vraiment ces personnes habillées en noir, le plus souvent cachées sous leur cagoule, les bienfaiteurs de l'humanité, les représentants du camp du bien? Et quand ils frappent, insultent ou crachent, sont-ils encore dans la démonstration de la tolérance, de l'humanisme, de la liberté d'expression et de la bienveillance? Ou bien ces vertus civiques sont-elles mieux endossées par des jeunes gens venus simplement porter un micro et poser des questions, à visage découvert, en journalistes débutants, qui ont l'audace et le courage, avec pour seules armes la courtoisie et le respect, de s'expérimenter sur un terrain si ouvertement et si anormalement hostile. Dans quelle société veut-on vivre? Celle du dialogue, de la controverse, de l'échange loyal, qui peut enrichir chaque partie, ou une société complètement déshumanisée, sans civisme, sans respect et sans cohésion? On agresse, on violente, on tue, quand on n'a plus de respect pour l'autre, quand on n'a pas la capacité de l'argumentation, quand on a perdu tout sens de ce que doit être la cohésion d'une société organique, celle où la force des plus vertueux et des plus capables se rend disponible, non pas pour soumettre les plus fragiles à leur volonté, mais pour galvaniser et encourager les moins favorisés par la nature. Disons non à ce chaos où les plus égarés et les plus incultes se sentent adoubés et autorisés par le système à imposer sans la moindre inquiétude leur terreur aux plus civilisés. C'est ici que vient l'hommage ultime qui me taraude depuis plusieurs jours, celui que je veux rendre à Charlie Kirk, ce jeune Américain chrétien de 31 ans, marié et père de 2 petites filles, abattu comme une bête parce qu'il n'avait pas les bonnes idées, parce qu'il ne pensait pas comme il fallait, sans doute par un membre éminent du camp du bien, dans un débordement d'humanisme, de bienveillance et de tolérance. Quelles que soient les divergences qu'on puisse avoir avec lui, un homme respectable du seul fait qu'il allait vers ses contradicteurs, un homme qui pratiquait la controverse, l'échange, la confrontation, à visage ouvert, en public, appliquant ainsi les plus belles règles du dialogue et de la civilité. En substance, la mort de Charlie Kirk est un signe et un symbole fort, envoyé au monde entier, qui va pouvoir amorcer une réaction planétaire et éveiller tous les vrais gardiens de l'humanité, épuisés et exacerbés par l'abomination et l'abjection de toutes les terreurs, de tous les totalitarismes et de toutes les barbaries. C'est la vie qui doit être encouragée, choisie et donnée, pas la mort. Ou sinon on arrive au comble de l'absurdité et de l'horreur. Un jeune homme de 21 ans, Tyler Robinson, qui a pu devenir l'assassin d'un homme de 31 ans, Charlie Kirk. Un chrétien, martelant uniquement l'amour de Jésus, marié et père de 2 filles, sous le seul motif aussi délirant qu'inadmissible, qu'il véhiculait de la haine. Un de ses plus illustres prédécesseurs, John Fitzgerald Kennedy, ayant subi le même sort que lui, disait ce que Charlie Kirk aurait sûrement validé. L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Rendons aussi hommage à ses 2 filles orphelines, à son épouse Erika Kirk, et à son message terriblement poignant, si digne et si lucide, en pleine tempête de douleur et d'effondrement. Puissent ces 2 phrases de sa compatriote Eleanor Roosevelt, épouse de l'ancien président Franklin Roosevelt, lui venir en soutien. Tu dois accepter tout ce qui arrive. Et la seule chose importante est d'y faire face avec courage, avec tout ce que tu as de mieux à offrir. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Chère citoyenne,
chers citoyens, je ne vois qu'un programme pour atteindre notre rêve collectif. Et il tient en 3 mots. Liberté, vérité, justice.